Hola, me llamo Juan Carlos y vengo de Venezuela. مرحبا أنا اسمي عمار أنا من سوريا عمري 16 سنة. Bom dia, meu nome é Vitor, eu tenho 14 anos e eu venho do Brasil. سلام من اسمم اسله 13 سالمه و از ایران اومدم. Bună ziua, eu mă numesc Artyom și eu sunt din Moldova. Hello, pangalan ko ay Myla. Galing ako sa Pilipinas. السلام عليكم أنا اسمي شمس أنا من سوريا. Salut, eu mă numesc Gicu, eu vin din Moldova, eu am 17 ani. Moi, je viens de la Moldavie. Ça fait 1 an et 10 mois depuis que je suis là. Je viens d'Iran, ça fait à peu près 3 ans que je suis au Canada. Je suis arrivée le 3 juin 2014. Je viens des Philippines. Je suis ici à Québec depuis 4 ans. Fait que je suis arrivée quand j'avais 10 ans, fait en 2013. Puis je suis avec mes 2 sœurs ici, mes sœurs biologiques. Puis on est comme adoptés. Là. Je viens de la Syrie, ça fait 1 an et demi que je suis au Canada. Je viens du Brésil et je suis arrivé ici au Canada en 2015, près du Noël. Moi, je viens de la Moldavie. C'est mon pays, c'est situé dans l'Europe de l'Est. Puis je suis arrivé au Canada, ça fait 2 ans. Et je viens de la Syrie, je suis arrivée au Canada le 15 décembre 2016. Je viens du Venezuela et je suis arrivé au Canada en janvier 2016. Je suis agente interculturelle en milieu scolaire. Je suis comme éducatrice, attitrée à la francisation, mais je m'occupe aussi de toute la partie de l'intégration. Donc ça inclut à partir du moment où il y a un nouveau qui arrive à l'école, donc tout l'accueil, le paiement de la facture, aller chercher les livres, visiter l'école, expliquer l'horaire, l'agenda, etc. L'intégration aussi quand on les intègre dans des cours réguliers, parce qu'au départ, ils ont de la francisation, de l'art plastique puis l'éducation physique. Fait que plus que le français s'améliore, plus que là, on les intègre dans les cours du régulier. Quoique des fois, ils arrivent puis ils sont déjà très scolarisés, très forts dans certaines matières, fait qu'ils ont déjà des cours, on leur met des maths, par exemple, ou des trucs comme ça. Je m'occupe aussi de faire des activités d'intégration culturelle, des sorties, cabane à sucre, patins, pêche sur glace, canot, camping, des affaires de même pour qu'ils découvrent la culture québécoise. Puis le but aussi, c'est de les amener à sortir de chez eux. Souvent, ils restent dans Sainte-Foy, ils sortent pas vraiment. Fait que tout leur montrer le transport, comment ça fonctionne. Aussi les ressources du quartier, alimentaires, vêtements, meubles, les activités qu'il y a gratuites à l'extérieur. Ensuite, tous les repères du quartier, les épiceries spécialisées où est-ce qu'ils peuvent retrouver de la bouffe de leur pays, parler leur langue. Des activités de francisation à l'extérieur, de l'aide aux devoirs à l'extérieur. Donc, je travaille beaucoup avec les organismes communautaires. Puis, je fais aussi des suivis avec les organismes gouvernementaux, santé, services sociaux, des fois des PJ quand ça a lieu, des trucs comme ça. Donc, je suis vraiment, en fait, la personne significative. Je suis la première personne qui voit quand il arrive, autant pour les élèves que pour les parents.
Fait que ça m'amène à aller souvent dans les familles aussi. Surtout en début d'année, là, je viens de faire ma petite tournée. Les gens qui m'invitent, j'y vais. Puis ça, ben, ça permet de faciliter la communication entre les parents puis l'école, puis entre les parents puis les services de la communauté. Donc, mon travail comprend beaucoup de choses, mais en même temps, au quotidien, cela va de soi. Mon nom, c'est Esther Veilleux. J'enseigne à l'école secondaire de Rochebelle. J'enseigne cette année aux immigrants qui n'ont pas le niveau de mathématiques pour intégrer les mathématiques de leur niveau. Alors, je m'occupe d'eux pour les remettre à niveau. Dans le fond, je leur fais faire les mathématiques du primaire jusqu'en 2e secondaire. Donc, j'ai vraiment c'est très vaste, leur différence entre chacun. Donc, c'est sûr que ceux qui sont dans mes classes, ce sont davantage des immigrants qui ont manqué de scolarisation, donc nécessairement, ils ont vécu des guerres, ils ont été dans des camps de réfugiés. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu avoir la scolarisation pour la plupart qu'ils auraient pu avoir dans leur pays d'origine. Alors, je m'occupe d'eux et je m'occupe aussi d'un groupe d'élèves qui a terminé. Tous ces élèves-là ont terminé leur francisation, mais en français, ça demeure quand même pas facile. Alors, je m'occupe de les aider pour qu'ils réussissent bien leur cours de français. Le nom de ma ville, c'était Téhéran. Puis, Iran, c'est un pays musulman. Fait que là-bas, il faisait vraiment chaud. Puis, il fallait toujours qu'on porte hijab. Fait que c'était une des raisons qu'on a quitté. Puis, ben, c'est nos parents qui ont quitté pour notre éducation. Parce que les écoles en Iran sont genre comme des maisons, sont vraiment petites. Puis, ça. Puis, Iran, c'est vraiment un pays vraiment sale. Il y a toujours des déchets par terre. J'aimais vivre là-bas parce que c'était ma langue. Ma famille était autour de moi. J'avais beaucoup d'amis. Ce que je peux dire de mon pays, c'est que c'était pas vraiment un grand pays. Si on pourrait dire, dans sa longueur, c'est comme aller du Québec à Montréal. C'est ça la distance, c'est comme 300 km. Mais moi, je la trouvais grande. Puis, ce que je peux dire aussi de ma ville, c'est je trouve qu'elle est vraiment belle. Avec tous ces bâtiments qui sont avec beaucoup d'étages, puis tout ça. Il y a aussi des lieux où tu peux aller, puis tu peux voir toute la ville. Le soir, il y a des places. Puis, c'est ça ce que je trouve que c'est beau dans ma ville. Il y avait tellement beaucoup d'activités que tu pourrais faire avec tes amis. Tu pourrais sortir dehors et rester toute la journée dehors avec eux. Et même pas arriver à la maison, mais ce n'est pas comme ça parce qu'il y a beaucoup d'études. Puis on reste à l'école jusqu'à 4 heures. Puis on n'a pas le temps. Les villes étaient pas mal plus petites. Donc, moi, j'habitais au nord. C'est la 2e plus grande ville du pays. C'est comme le Québec, mettons. J'habitais là. J'ai étudié à une école secondaire. Plus précisément, c'était un gymnasium. Sinon, c'était une ville différente. C'est tellement différent. On ne peut pas comparer les deux sociétés parce que c'est une autre mentalité, hein, premièrement. Deuxièmement, c'est une autre culture très différente. J'aimais beaucoup vivre là-bas. Par contre, je pouvais pas penser à un avenir adéquat dans mon pays ou bien dans ma ville parce que il y avait pas ça là-bas. Tu prenais plus les métiers que t'aimerais faire. Tu pensais plus à quelque chose qui t'amenait un petit peu plus d'argent, tu sais, pour vivre. Parce que souvent, c'est ça le problème, c'est les conditions essentielles, nécessaires. Puis des fois, souvent, c'est quand tu choisis un métier, tu obtiens à la fin pas ce que tu voulais avoir.
Ben, j'habitais avant, quand j'étais avec mes parents, mes vrais parents, à Tagaytay City. Mais c'est l'endroit où j'étais née, puis tout. Puis après ça, on a déménagé à un endroit plus comme... C'est comme des appartements, mais maisons. Puis c'est comme des maisons collées, puis tout. Puis c'est pas vraiment une rue où les voitures se promènent. C'est plus genre comme une mini-village, mais maison carrée, genre. Puis après ça, mes parents ont eu des problèmes ensemble, fait que ils se sont séparés. Fait que mon père nous a laissés dans une orphelinat qui est à Silang, Cavité. Puis c'est là que j'ai resté là avec mes deux sœurs pendant 2 ans. Ma ville, c'était quand même petit. Je pense que c'était la plus petite ville du Brésil. Ben, pas la plus petite, mais la plus petite province. Puis, j'étais pas très riche. Fait que mon plus grand amusement, c'était de jouer au soccer dans la rue. J'aimais ça parce que j'avais beaucoup d'amis. J'avais des amis de 7 ans et d'autres de 18, 17 ans. Puis j'ai vécu dans un bon pays, mais il n'y avait pas de très bonnes écoles. Pour ça, nous sommes venus ici pour aller dans une meilleure école. Puis j'ai habité en Turquie pendant 5 ans. Puis j'étais très heureux, puis parce que j'ai grandi là-bas. Puis j'aime ça beaucoup, puis c'était très beau. Je viens de la Syrie. Ma ville est Alep, s'appelait Alep. La ville était comme une grande ville. C'est pour construire des choses comme des vêtements, des crayons. Et c'est comme un pays, il y a trop de voitures, comme ça. C'est comme Montréal et Ontario aussi. Après, ma mère, mon père et ma mère, on est restés avant 3 jours. On a préparé notre chose pour partir au Liban parce que ça commençait à la guerre. On a pris toutes nos choses, mais on a laissé la maison et tout. On a laissé tout. On a pris seulement nous et les vêtements. On a parti au Liban. J'ai resté au Liban. J'ai resté 5 ans au Liban. Au Liban, on habitait dans une petite maison, 2 chambres pour 8 personnes. Après, mon père a commencé à travailler au Liban. Après, on a pris un appartement plus grand et on a resté là 5 ans. J'aimais habiter en Syrie, mais j'aimais plus habiter au Liban. Moi, j'habitais à Caracas, qui est la capitale du Venezuela. Et ma maison était... Il y a une montagne qui s'appelle La Villa, et c'est une très belle montagne. Puis moi, j'habitais juste à côté. Et j'avais une maison de 3 étages, puis je pouvais voir dans le 3e, et c'était ouvert, et je pouvais voir le ciel, puis la montagne, puis tu pouvais entendre les animaux. C'était très, très beau. Puis il y avait aussi les centres, puis il y avait beaucoup de bâtiments. J'aimais ça, vivre là-bas, mais c'est pas comme vivre là-bas, parce qu'il y a une situation très compliquée, mais j'aimais ça comme quand tu pouvais faire les choses, parce qu'il y a beaucoup de potentiel, mais comme tu peux pas sortir, tu dois courir à la voiture puis fermer rapidement pour ne pas te faire tuer. Là. Puis c'était ça, j'aimais ça comme mes amis, ma famille, les paysages, tout ce qu'on pouvait faire, c'était génial. Ça fait comme 6 ans, le président il est mort, mais il avait fait beaucoup de mauvaises choses. Il avait volé beaucoup d'argent, il avait fait beaucoup de business avec des mauvais gens. Et ça fait, il a mis toute l'économie au poids du pétrole, parce que nous, on est les pays avec plus de pétrole du monde. Et à un moment donné, il est mort, il est décédé, puis il a laissé un garçon qui est très imbécile. Il est très... Pour vrai, tu dois vraiment écouter ces entrevues. Il parle n'importe quoi. Il a dit... En tout cas, l'économie, elle est allée jusqu'au fond. Là. Et puis, une chose qui est... Par exemple, moi, j'achetais mon déjeuner en, disons, $10 quand je suis arrivé à l'école. Puis, quand j'ai laissé mon pays, j'ai acheté mon déjeuner en $500.
Puis maintenant, mes amis, ils l'achètent en 5 000. C'est ça. Puis donc, ça fait que, par exemple, si j'achète une voiture qui coûtait, disons, 5 000 $, mais ça vaut rien parce qu'après, ça va monter puis t'achètes ta voiture presque gratuitement. Donc, tout est très cher. Et il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. L'Internet, elle est la pire, là. Je ne pouvais même pas jouer. Et puis, c'est ça. Je me rappelle, les derniers jours, on n'avait même pas de papier de bain. Puis ma mère, elle était comme, tu dois pas utiliser beaucoup, puis tout. Et il y a beaucoup d'insécurité. Puis ma ville est la ville la plus dangereuse du monde. Puis, genre, tu pouvais sentir la peur, là. Tous les jours, c'était normal, là. Mon prof de natation, il est mort. Il est décédé parce qu'il avait une selle, puis ils l'ont tué pour prendre son selle. Donc, oui, c'est fou, il te tue pour tout. Genre, il essaye même pas de te voler, il te tue pour tout. C'était très, très violent, puis très difficile. La plupart des immigrants au Canada sont des immigrants qu'on appelle des travailleurs qualifiés. En fait, je pense que même au Québec, on le voit facilement, il y a de plus en plus de demandes des employeurs pour avoir des employés parce que la démographie est en baisse, les gens ont de moins en moins d'enfants, ce qui fait que le fait d'aller chercher des immigrants permet d'aller chercher des immigrants qualifiés qui ont déjà les qualifications et qu'on peut ensuite mettre sur le marché du travail et faire rouler l'économie du pays. Alors, c'est vraiment la plupart des immigrants sont des travailleurs qualifiés et aussi des gens qui viennent ici parce que pour des regroupements familiaux qu'on appelle, alors quand il y a des gens qui sont installés ici, ils ont le droit de faire venir leur famille. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours une enquête. C'est vraiment pas fait à la légère. L'immigration, il y a beaucoup d'années, souvent d'attente pour plusieurs. Et ils ont des contraintes à respecter. Ils doivent avoir assez d'argent pour vivre pendant un laps de temps seul, sans aide, sans emploi. Ils doivent connaître la langue, connaître la culture. Alors, les immigrants n'arrivent pas ici en ne connaissant pas le pays. Il y a aussi des immigrants qui arrivent, on le sait, par l'adoption. Alors, c'est des enfants qui ne choisissent pas, eux, le pays où ils vont aller, mais qui sont choisis par les familles qui ont la chance de les avoir avec eux. Il y a aussi des demandeurs d'asile. Ça, c'est des immigrants qui viennent ici pour un laps de temps, mais qui retournent chez eux quand le danger... c'est des résidents temporaires, dans le fond, quand le danger est enlevé dans leur pays. Et il y a les réfugiés qui sont en minorité en quantité d'immigrants, mais qui fait qu'eux autres, sont en urgence d'aller vivre ailleurs parce que dans leur pays, c'est leur vie qui est en danger. Alors, ces gens-là, il y a quand même une grande étude qui est faite. Ils ne rentrent pas comme ça aussi facilement. Donc, il y a du temps pour voir qui s'en vient ici. Et quand ils sont pris ici, c'est les seuls qui sont pris en charge, dans le fond, par l'État. Alors, tous les autres, l'État n'a pas à débourser là, pour les faire venir ici. Qu'est-ce qui a poussé ma famille, puis nous, les enfants, on est deux enfants dans notre famille. C'est plus à cause de nous, ou grâce à nous, que mes parents ont décidé de changer de pays, d'immigrer au Canada. C'était plus pour nous. Pour mes parents, c'était plus ou moins parce que comment ça fonctionne, les candidats, les représentants du Canada ou du Québec font des promotions dans d'autres pays, puis ils disent que tu vas avoir ici un métier, tu vas pouvoir continuer tes études ou bien ton emploi, tu vas trouver de job. Nous, on savait, on s'est informé, puis on le savait qu'on partait dans un monde, dans un autre coin du monde, puis c'était pas mal différent. On s'entendait que ça va être difficile au début, c'est sûr. Puis mon père m'a dit même, tu pourras vivre, comprendre, pour que tu me comprennes bien, au début, ça va être tellement difficile que ça se peut qu'on dort sur on n'aura même pas de lit, hein. Il faut que tu entendes à ça. Fait que moi, je dis, comme toi, mon père, c'est comme si tu me préparais à la guerre. Je dis, non, ça va être pas ça. Puis
le fait qu'on était préparé au début mentalement, ça nous a aidé beaucoup de s'intégrer puis de passer ce moment-là plus doux. Mais surtout, la situation économique, politique, sociale du pays, c'était catastrophique. Là. En fait, le pays, c'est un ancien pays de l'URSS. Donc, on se comprend bien que l'URSS a été pas mal une société une des plus grandes au monde. Mais la différence entre les classes humaines, il y avait un grand espace entre les deux. Fait on était un pays, oui, on était un pays indépendant depuis 27 ans à peu près, mais ça n'a rien changé depuis ce moment-là. On dit que c'est une démocratie, mais à la base, c'est une dictature. Puis on ne peut rien faire. C'est le pouvoir le pouvoir est dans les mains de quelques personnes, d'un groupe de personnes, puis le monde n'a même pas d'argent pour vivre là-bas. Là-bas, on ne vit pas, c'est plus survivre. Donc, mes parents ont été obligés, un de mes parents a été obligé de travailler tout le temps à l'extérieur du pays parce que c'était pas suffisant pour vivre là-bas. Et mon père a travaillé toujours en Russie. Il voulait pas ça. Tu sais, quand tu as 2 enfants, là, tu veux être proche des autres. Il venait pendant plusieurs mois, tu sais, il travaillait là-bas, puis il venait juste nous voir pendant 1 mois, puis il partait encore pour 3 mois. C'est pas ça que tu veux faire dans ta vie. C'est un peu ça, la cause plus importante. En fait, nous, à l'orphelinat, on sait qu'un jour, il y aura des parents qui cherchent des enfants puis tout. Puis ben, nous, on l'a juste su, justement, avec la responsable de l'adoption de l'orphelinat. Il nous a comme fait des rendez-vous chez les médecins, par exemple, puis signer des papiers, nos parents. Puis après ça, après tous ces processus-là, ben, il nous a annoncé qu'il y a justement des parents qui aimeraient nous avoir comme leur enfant puis tout. Fait qu'on commençait à faire du Skype avec eux puis tout. Puis quelques mois plus tard, ben, on est ici à Québec. Et j'étais vraiment contente parce que je me suis dit, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des deuxièmes parents, par exemple deuxième mère, deuxième père. J'étais vraiment contente parce que il y a du monde qui dans cet orphelinat que ça fait comme plusieurs années qu'ils sont là puis il y en a toujours pas. Fait que moi je me suis vraiment sentie chanceuse parce que je me suis dit que cette chance-là c'est quelque chose qui vient vraiment rarement puis que c'est pas tout le monde qui l'a. Fait que j'étais vraiment contente, mais en même temps j'étais stressée parce que justement je serais dans un pays inconnu parce que tu sais je sais pas comment ça va être ici. Mais ouais, c'était de l'excitation, stress, peur justement pour les parents. J'avais peur que ils seront pas comme comment moi je vais penser. Fait que ouais, c'était toutes sortes d'émotions ensemble. Ce qui nous a poussé à venir vivre à Québec, c'était plus pour nous, pour moi et mon petit frère, parce qu'on a eu une éducation plus bonne, puis pour notre futur. Ça nous a pris 4 ans pour notre procès, pour venir ici. Puis quand il m'a annoncé, j'étais vraiment petit, puis je voulais pas venir ici. Mais après, genre un mois avant qu'on voyage, j'ai juste accepté. Ils m'ont dit que c'est pour notre futur, c'est pour ça, puis j'ai accepté.
Ma mère et mon père, il y avait beaucoup des amis qui avaient venu ici à Québec et au Canada. Puis ils savaient que mon rêve de venir ici, mais ils ont décidé de s'investir dans les pays pour l'aider à monter. Mais à un moment donné, ils ont vu que ça marchait pas, puis que ça allait comme se détruire tout seul. Donc, ils ont commencé à faire comme à chercher pour venir ici. Puis, ils avaient des amis ici qui se sont dit que c'était une belle ville. Puis, c'était tranquille, la qualité des études pour les garçons, puis tout. Le fait qui a poussé ma famille de venir ici, c'est que c'était mon père qui a donné l'idée, c'était juste pour vivre mieux. Parce que les salaires sont petits, puis toutes les choses coûtent cher, puis ça c'était juste pour vivre mieux, puis d'avoir de bonnes études. Ben, mon père, il voulait déjà travailler dans un autre pays, mais c'est surtout la corruption qui nous a fait venir ici, parce que c'était de plus en plus difficile de vivre là-bas. Honnêtement, c'était très difficile à travailler. Il faut que 3 personnes dans la famille travaillent, sinon on ne prend pas un appartement, on ne vit pas là-bas. C'est trop cher. Et on a fait les documents, puis on était tellement contents d'avoir les réponses qui a duré pas mal 4 ans et demi. Et quand tu comprends la valeur de cette réponse-là, c'est plus évident d'avoir l'appréciation. Tu comprends que c'est un but que tu as atteint, puis c'est une satisfaction aussi. Puis quand mes parents m'ont dit nous allons déménager au Canada, puis ma psychologie s'est cassée comme d'habitude. Puis après, j'ai pensé, c'est comme quand je viens ici, puis je vais à l'école, meilleure école. Puis c'est ça, c'est bien, mais si mes frères, ma soeur et moi ne voulaient pas venir ici, mon père ne forcerait pas. Mes parents, ils m'ont appelé pour aller à sa chambre, puis ils m'ont dit que tu dois t'asseoir, puis tout. Puis ils ont appelé ma soeur aussi. Ils avaient déjà commencé à faire tous les papiers, puis c'était long, là. Ils étaient déjà très, très avancés, puis on savait rien. Puis ils avaient été appelés pour une entrevue en Colombie, parce qu'au Venezuela, pour la violence, ils ont fermé la maison du Canada. Donc, ils sont allés là-bas, puis... Mais ils voulaient me dire qu'ils allaient faire l'entrevue, puis tout. Puis moi, moi, je savais que ça venait un peu, mais je pensais que ça serait long jusqu'à là. Mais j'étais heureux parce que j'avais genre 14 ans, donc je disais « Oh oui, je vais pouvoir m'acheter toutes les choses ». Puis j'étais super heureux parce que j'allais avoir de la nourriture, mon céréale favori qui a été discontinué au Venezuela. Mais après, j'ai commencé à vraiment réfléchir à ça. Et quand j'ai dit à ma meilleure amie, elle a commencé à pleurer comme une folle. Puis elle est même venue à ma maison. Puis c'était tellement drôle parce qu'elle est venue, puis on avait un port électrique, mais la lumière, elle a fait blackout. Puis elle pouvait pas rentrer. Puis elle a commencé à pleurer, genre tellement, elle était tellement triste. Puis moi, j'étais vraiment triste parce que en pays, si tu peux pas dire aux autres que tu t'en vas parce que ils pourraient venir te tuer ou te voler les choses. Donc, je pouvais pas dire à mes amis, mais c'était comme, j'étais heureux parce que je savais que j'allais avoir une meilleure vie, mais quand même, j'étais triste parce que j'allais laisser tout derrière. Puis même ma soeur, elle est restée là-bas. Donc, je me rappelais comme, je pleurais la nuit, puis je me disais comme, OK, ben, je vais être meilleur, je vais être mieux, mais ça va faire comme, ils vont me manquer. J'étais triste puis heureux en même temps parce que je voulais pas abandonner genre mes amis, mais c'était ma première voyage que j'allais sortir du Brésil. Fait que je savais pas si j'étais heureux ou triste, genre j'étais les deux. Je pensais surtout à l'école que j'allais parce que j'avais peur de la langue française parce que mon père il a commencé à étudier le français avant tout le monde. Et puis il disait tout le temps que c'était difficile d'apprendre, fait que j'avais peur de venir à l'école puis rien comprendre.
Quand j'ai appris la nouvelle, je me sentais comme... J'étais petit, puis je me sentais comme j'étais heureux, on va aller dans un autre pays, puis tout ça, mais quand j'ai un peu grandi, parce que pour arriver ici, ça prend beaucoup de temps, j'ai réussi de grandir, puis je me suis rendu compte qu'il va me manquer tous les amis, puis c'est ça ce qui me manque le plus, puis la famille qui est restée en Moldavie. Ce que j'attends au Canada, puis j'ai pensé, c'est pas de personnes qui parlent arabe, puis il n'y a pas de personnes musulmanes. Pour ça, je n'aime pas arriver ici. Puis après, on arrive, puis il y a des personnes musulmanes, puis il y a beaucoup de personnes qui parlent arabe ici. J'attendais que tous les hommes sortent avec les vêtements genre plus vraiment chic, les femmes, puis j'attendais qu'il y ait des discos, des parties et tout. Ben, avant, je pensais que le Canada, c'était de la neige partout, puis il n'y avait même pas de bâtiments. Je pensais que c'était juste des gens avec des manteaux qui marchaient dans la neige. Je me rappelle, j'ai pensé que j'allais jouer au hockey. J'ai pensé qu'ici, tu jouais juste au hockey. Mais après, j'ai connu des gars qui jouaient au soccer et d'autres choses. Moi, à mon pays, les gens sont très, très proches, par exemple. Moi, ici à Québec, je pensais que ça allait être pas comme ça. Genre, ils vont être comme tous séparés, comme pas méchants, mais genre plus stricts et tout. Mais finalement, c'était pareil, là. Quand je suis arrivée ici, la première chose qui m'a vraiment choquée, c'était les nuits. C'est parce que dans mon pays, les nuits, c'est vraiment... On a une expression qui est... Dans notre pays, les nuits sont vraiment vivantes, ça. Mais ici, les nuits, genre, à partir de 8 heures le soir, c'est vraiment noir, puis calme. Le plus qui m'a surpris, c'était la température. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de neige dans mon pays, on a juste comme 1 ou 2 mois de neige, mais ici c'est comme 6 mois. Puis c'était un peu difficile les premiers mois quand je suis venu ici. Parce que je suis arrivé proche de l'hiver, en novembre, puis l'hiver ici commence tôt et il se finit tard. J'étais surpris à cause du froid, car c'est la première fois que j'étais dans une température en bas de 25 degrés. Puis je me rappelle encore que quand on a sorti de l'aéroport, mon père il nous a fait un défi qui c'était de rester dehors au moins 5 minutes. Mais on n'était pas capable parce que c'était trop froid. La culture, c'est partout différent, mais ici c'est vraiment... Il y a quelque chose qui me choque, c'est comme un homme épousé avec un autre homme, puis une fille ici, puis c'était vraiment choquant. Puis c'est ça, le météo, puis ça. C'est normal parce que je respecte, parce que le culturel, c'est différent partout. La première chose quand j'ai vu ici à l'école, en particulier, c'était mon ami moldave. Puis il parlait avec Bianca, avec le responsable c'est un agent interculturel. Il parlait en français. Puis à date, là, je comprenais rien de ce qu'il parlait. Puis je pensais, je vais-tu parler de la même façon, là? Est-ce que je vais l'apprendre bientôt? J'avais hâte de vivre cette expérience. Au début, les habitants de Québec, ils paraissaient un peu froids, genre, parce que nous, on est très collés, on est très chaleureux. Puis, quand je suis arrivé ici, moi, j'ai pensé que je pouvais arriver puis juste commencer à parler avec tout le monde. Puis eux, ils étaient comme, t'es qui, toi? Et c'était comme un peu, j'étais un peu triste, pour vrai. Parce que, par exemple, j'ai monté l'autobus, puis c'était toujours avec la même personne parce qu'on allait tous au même école. Puis ils me parlaient pas. Puis pour moi, c'était comme, bruh, on est dans la même école, on est dans le même autobus, genre, tu devrais me parler. Puis c'était comme une petite choc, genre. Mais après, j'ai commencé à connaître des Québécois, puis ils étaient plus comme
j'ai remarqué qu'après, que tu es comme dans quelque chose avec eux, c'est plus amical, c'est plus comme dans mon pays. Vous avez des petites familles, nous on est des grandes familles. C'est comme difficile à trouver un appartement. Parce que nous, pour la première journée ici, on a pris un appartement, 3 chambres. 3 chambres pour 7 enfants et 2 parents. C'est très difficile. Après, en 2017, on a commencé à chercher une maison. On a trouvé un ici, un quartier de Saint-Foy. Ils ont tous des bagages différents, ils ont tous des vécus différents. On en a qui sont immigrants économiques ici, donc les parents ont choisi de venir ici, ils ont pu regarder c'était quoi le Québec. Mais les réfugiés, ils n'ont pas choisi, les adoptés non plus. Fait qu'ils arrivent ici, là on a des réfugiés syriens avec des traumas de guerre assez importants. Donc il a fallu qu'on adapte les classes. T'sais, moi j'ai mis des ballons d'exercice, des vélos stationnaires, on a des coins repos, des coquilles. C'est un peu comme l'adaptation scolaire. Je te dirais que le plus grand défi, c'est le regard des autres. Tu sais, dans mon travail, j'ai aussi une partie de sensibilisation. Fait que, tu sais, des fois, je fais des conférences, soit en début d'année ou bon. Puis la sensibilisation au niveau des autres, des fois, ça crée des conflits parce qu'il y a de l'interprétation dans les gestes. Hein? Tu sais, eux, ils ont des mécanismes de protection. Exemple, ils sont en gang pour se protéger ou ils ont l'air tough parce que dans leur pays, il faut que tu aies l'air tough pour pas te faire écœurer et être en sécurité. Mais là, c'est tout déprogrammer ça parce que rendu ici, là, c'est plus dangereux. Puis ce que ça projette, c'est que t'es un groupe fermé, que t'es méchant, puis que t'es violent, puis que, tu sais, fait que c'est de déconstruire tout ça avec eux, mais aussi d'aider les autres à comprendre ce phénomène-là, tu sais, pour arrêter aussi des fois de reprocher toujours aux mêmes personnes les mêmes affaires. Puis, tu sais, ça, c'est de la sensibilisation autant au niveau des élèves que du personnel, que des parents. Tu sais, c'est le plus gros défi, je te dirais, là. De composer avec les différentes sortes de clientèle puis l'ensemble de l'école. Puis je te dirais que ce défi-là se transpose aussi dans la société. Tu sais, la société, on a un travail à faire aussi par rapport au vivre ensemble. Puis c'est entre autres dû à notre vague de Syriens là, qui a été super médiatisée. Puis c'est comme si là, les gens soudainement se sentaient envahis. C'est souvent un manque d'explication, un manque de compréhension. Quand on ne connaît pas quelque chose, on a peur, on n'est pas à l'aise. Mon plus grand défi était apprendre la langue, apprendre comment les personnes vivent ici, apprendre de nouvelles amis, et vivre comme les autres. Ma plus grande adaptation à Québec, c'était la langue française. C'était vraiment difficile pour moi. Même après 3 ans que je vis à Québec, j'ai encore de la difficulté avec la langue française. Puis... Ben, moi, à mon pays, j'avais pas la meilleure vie mais j'avais une belle vie autant que mon pays me le permettait. Donc, je pouvais comme m'acheter les choses que je voulais, les choses qu'il y avait parce qu'il n'y a pas grand-chose dans mon pays. Mais j'avais une belle maison, je pouvais voyager des fois, c'était bien. Mais quand je suis arrivé ici, le prix d'un dollar vénézuélien il est très bas comparé au prix d'un dollar normal. Donc, on est arrivé ici, mes parents n'avaient pas de travail, puis on était très, très, très pauvres. On est arrivé à un appartement très petit, puis il n'était pas très beau. Et je me rappelle, on est allé chercher de la nourriture gratuite à une place qui s'appelle Nouvelle Vie. C'est comme une église qui donne de la nourriture aux personnes qui n'ont pas de travail. Donc c'était un gros choc. Vivre ça, genre avoir zéro ingrat, genre des deux parties, puis moi je pouvais pas travailler parce que j'étais très jeune. Mon plus grand défi, c'était m'habituer avec mes parents. Au début, moi et mes soeurs, on avait comme des crises avec nos parents parce que c'était nouveau pour nous. On commençait à le connaître, puis tout, fait qu'on avait encore peur d'être abandonné, par exemple, tout. Fait que, c'était ça notre grand défi, genre, plus connaître nos parents, puis être comme nous-mêmes, même révéler
les difficultés, puis sinon l'école, le français. Finalement, d'apprendre le français, là, le but, c'était ça, d'apprendre la langue. C'était difficile au début, oui. La classe de francisation, c'est la meilleure chose que j'ai vécue ici au début. Là. On ne comprend pas à quel point ça nous aide. Puis, à un moment donné, tu te rends compte qu'une année, ça fait une année que tu es ici, puis tu penses, tu reviens au début, puis tu dis, oh oui, j'ai vraiment appris des choses pendant ce temps-là. C'est vraiment fascinant, c'est une émotion qui te motive beaucoup, c'est une motivation. Puis tu continues d'apprendre de nouvelles choses, des nouvelles informations. C'est tout le temps comme ça que ça fonctionne. En tout cas, pour moi, ça a fonctionné comme ça. Ça m'a aidé beaucoup les amis, ouais, puis les professeurs. Ils ont fait en sorte que mon intégration était moins dure, puis j'ai pas senti la courbe qui descendait. Ils ont comme été un pont sur lequel je traversais. C'est vraiment la langue française. Je la trouvais trop compliquée. Il y avait trop de verbes, trop d'accents. Quand on était au Brésil, mon père, il disait que les accents, ils n'avaient pas de règles. C'était juste, on le mettait pour faire un autre son. Puis je trouvais ça bizarre. Je commençais à écouter tout en français. En fait, chez moi, on parlait tout le temps en français. Au moins, on essayait, parce que c'est seulement mon père qui parlait. On écoutait à la télé en français. Puis, je pense que j'ai rien compris pendant le premier mois que j'étais ici. Je savais pas trop ce que je faisais. Mais après, je commençais à m'adapter, puis je commençais à mieux comprendre. Le plus grand défi pour moi, c'était d'apprendre la langue. Parce que je suis venu ici à l'école, puis je voyais beaucoup de personnes qui parlaient français, puis je me disais tout le temps que je ne serais pas capable. C'est une nouvelle langue. Il y avait personne avec qui je pourrais parler dans ma langue. Il y avait des personnes, mais qui n'étaient pas toujours là. C'est ça la plus grande difficulté. Parce que je ne comprenais pas quand le professeur me parlait. Puis je trouve qu'il est difficile de trouver des amis québécois. Parce que normalement, les Québécois, c'est comme ça. Ah, tu es en francisation, tu n'as pas parlé français, puis comme ça, puis ils ne sont pas parlé avec nous. Maintenant, nous, c'est parce que le professeur de francisation, puis elle fait d'activités avec les Québécois, la francisation, puis on fait Québécois avec des gens de francisation. Puis pour ça, c'est comme un peu adapté. Puis moi, j'ai adapté en français parce que mon objectif, c'est l'étudier ici, puis quand j'étudie le français, puis c'est ça. Mon plus grand défi, c'était le français. C'est toujours un défi pour vrai. Parce que tu arrives ici, puis tu as vu déjà, c'est comme, imaginez, soudainement, tu as toutes les possibilités de faire tout ce que tu veux, mais tu peux pas parce que tu dois parler parfaitement français. Donc, au début, j'étais en francisation 24 heures sur 24, genre, toujours. Puis ça me frustrait parce que je voulais comme, pouvoir faire des amis, puis pouvoir voir de mes maths, puis tout ça. Donc, quand je suis arrivé ici, ça a été toujours un défi. Puis encore aujourd'hui, c'est un défi. J'ai vu avoir un vocabulaire si grand en français comme je l'ai en espagnol. Puis c'est toujours un défi pour elle. Ce qui me surprend le plus de ces gens-là, c'est leur simplicité. C'est vrai qu'on a l'impression, des fois, quand on voit le chemin de vie qu'ils ont parcouru, je ne sais pas pourquoi, on a comme la première impression, c'est qu'on se dit « Waouh, c'est quelque chose », mais eux, ils n'ont pas envie qu'on les prenne en pitié. Eux n'ont pas envie qu'on fasse différent. Ce qu'ils veulent, c'est être comme tout le monde. C'est vraiment leur désir le plus grand et ils réussissent à le faire. Alors, c'est leur courage, c'est leur simplicité, c'est leur capacité à s'adapter à de grandes choses parce que je veux dire,
Du jour au lendemain, on se retrouve à vivre dans notre chalet ou on se retrouve à vivre dans notre roulotte ou dans une maison de campagne, puis on a à s'adapter à ça. Eux, c'est tout leur entourage. Leur famille n'est plus autour d'eux. Ils ont à vivre avec une autre langue. Ils ont à vivre avec une nouvelle façon d'être scolarisés aussi. Il faut qu'ils s'adaptent à tout ça et ils veulent vraiment. Ils travaillent fort, ils sont là et ils se présentent. Ce sont les premiers arrivés dans la classe. Il n'y en a pas un qui s'absente. C'est fascinant de voir la motivation qu'ils ont à juste vouloir vivre simplement. Alors, je pense que ça rattache aux vraies valeurs, puis j'adore ça. J'entends surtout mes filles voilées, là. C'est pas rare les commentaires dans l'autobus. J'en ai une, sa mère s'est fait cracher dessus dans la rue. Tu sais, c'est des commentaires qui les dérangent pas tant, mais que je te dirais que suite aux attentats à la mosquée, c'est comme si tous ces petits événements-là isolés qui les dérangeaient pas maintenant, ils s'y attardent plus. Donc, puis tu sais, des fois à l'école, ben c'est facile de dire que c'est la faute de lui qui est tout le temps en train de se chamailler, tu sais. C'est facile de dire que lui, c'est un petit garçon méchant, tu sais, puis des fois, c'est les autres qui provoquent, ou tu sais. Fait que ça aussi, c'est une forme un peu de discrimination, tu sais. Fait que, il y en a, mais pas tant, mais il y en a, tu sais. Puis ça, ben c'est un petit peu à tous les jours, tu sais. C'est pas des grosses vagues incroyables, mais mettons que ça les touche quand ils entendent quelque chose à la radio, ça les touche quand ils voient une banderole sur l'autoroute qui dit, tu sais, restez chez vous les réfugiés, ça les touche, mais ils en parlent pas nécessairement. Sauf que quand on pose la question, oh, ils ont du stock à dire, là, tu sais. Mais en général, là, ils se sentent super bien accueillis. Puis, tu sais, ils trouvent que les Québécois sont super accueillants aussi. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose qui va faire en sorte, oh my God, je veux plus rester ici, là, tu sais. Ça m'est déjà arrivé qu'il y ait personne qui me fait des blagues, mais je comprends pas c'est quoi. Au Liban, les Libanais disent beaucoup de choses sur nous. À chaque fois que je vois un Libanais me dit non, va-t'en, t'es en Syrie, t'es Syrien, tu dois aller retourner à ton pays, tu dois faire la guerre. C'était pourquoi? Des fois, je sais pas, il y a des gens qui aiment pas comme ton accent, la façon dont tu parles. Donc, ils peuvent être un peu. Ils sont pas fins. Puis, par exemple, même ma mère, et je me rappelle quand on est arrivé ici, pour arriver au Québec, tu es supposé de parler français. Ils te font un test pour avoir ta note en français, puis tu as besoin d'un certain niveau. Puis je me rappelle, elle appelait les maisons pour trouver une place où on pourrait habiter. Puis les gens, ils faisaient juste... Oui, et puis ma mère, je me rappelle, elle pleurait parce qu'on essaie vraiment fort, puis je comprends que des fois, l'accent il est un peu bizarre, ou on prononce pas les mots, puis genre... On sent comme des fois les gens ils t'ignorent ou ils font juste comme t'es pas là parce que toi tu vas pas bien. Au début je me sentais un peu triste parce que je parlais pas français du tout. Puis mon père il m'a mis dans beaucoup des équipes pour que je puisse pratiquer mon français puis pour que ça soit plus facile pour moi. Donc les gens ils étaient un peu comme ils savaient un peu de malaise avec moi parce que moi, je parlais rien du tout. Mais après, j'ai commencé à parler. Puis, ils étaient un peu méchants avec moi, puis ils me laissaient de côté parce que moi, je parlais pas français avec eux. Mais j'essayais, mais ils n'aimaient pas ça. Donc, je me sentais un peu mal, puis j'ai parlé avec mon père. Puis, mais pas mal pour moi, j'ai pensé que, oh, ils sont très méchants, je les aime pas, là. Puis j'étais comme fâché contre eux, pas contre moi, parce que moi j'ai essayé. Puis c'est ça. Mais mon père il m'a aidé pour surmonter comme cette barrière, qui c'est la barrière de langage. C'est très... Il m'a donné des mots qui m'aidaient pour ne pas me sentir mal pour ça. Moi personnellement, j'étais pas insulté quand je suis venu ici. Comme le racisme ou quoi que ce soit. Oui, des fois, il y avait des situations quand mon accent dérangeait quelques personnes, mais c'était des cas particuliers. En général, ça s'est bien passé, puis j'ai pas subi des moments difficiles à travers cette expérience-là.
j'ai pas été victime de racisme. C'est justement une des choses que moi, ici à Québec, j'avais pensé. Je pensais qu'à l'école, ils vont être racistes et tout, mais non, jamais été. Souvent, on est porté à penser, oh mon Dieu, c'est des gens qui viennent d'ailleurs, ils doivent vivre beaucoup de situations de racisme. La réponse est non. Ils aiment tout le monde, ces gens-là, et ils n'en ont pas non plus de racisme envers les gens en général aussi. On ne vit pas ça au quotidien. Ce que j'entends qui me fait parfois du mal n'est pas dit devant ces jeunes-là, heureusement. C'est dit quand on parle d'élèves en disant il ressemble bien à tous les gens de sa nationalité, ils sont des lâches, il répond bien à ce qu'on pense d'eux, ils sont du genre à ne pas travailler, tu vas voir, aller l'aider, ça ne sert à rien. Alors, et pourtant, ces gens-là, bien, des fois, ont une carapace, justement, qui fait que s'ils ont des difficultés, bien, ils vont faire une blague avec ça parce qu'ils trouvent, tu sais, ils veulent que la vie soit belle et ils ont appris à réagir aux événements de cette façon-là. Donc, c'est sûr que c'est plus ces commentaires-là qui me font mal. C'est les commentaires aussi, des fois, qu'on voit sur les réseaux sociaux qui se permettent maintenant de dire beaucoup de choses. Ça aussi, il ne faut pas les regarder tout simplement. Alors, c'est quand ces gens-là sont pas là que je vois ces choses-là davantage. Ça arrive qu'il y a des altercations entre jeunes qui ont de la misère à se comprendre parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre pour ces jeunes-là qui arrivent ici, pour apprendre quand ils arrivent en gros groupe. Donc là, ils ont une façon d'agir entre eux. Puis là, bien, il faut qu'ils agissent différemment avec les gens parce que c'est pas la même façon. Les signes ne veulent pas dire les mêmes choses. Alors, cette acclimatation-là, bien, quand on est autour, bien, on intervient, puis après ça, tout le monde comprend, puis tout le monde grandit de ça. Je pense qu'on sait qu'on est tolérant face à l'autre à partir du moment où notre quotidien est touché par le quotidien d'une autre personne, la culture différente d'une autre personne. Alors, ces gens-là ont tout à apprendre. Même s'ils passent des commentaires qui font mal, bien, je me dis, bien, peut-être qu'ils vont finir par apprendre aussi. Et on est tous passés par là, ceux et celles qui travaillent avec d'autres personnes aussi, là, d'ailleurs. Je veux être un policier parce que j'aime la loi, j'aime le droit, j'aime le respect. Puis c'est ça qui me représente un peu. Puis le fait que dans nos pays, la corruption était une chose essentielle, ça m'a motivé beaucoup de faire ce choix-là, de devenir un policier. Puis mes parents ont vraiment hâte de voir mon avenir en réalité. Ben moi, je me vois pas ici au Canada, je me vois genre partout dans le monde. Parce que je veux voyager. C'est ça mon rêve. Je veux. Parce que quand on était petit, on n'a jamais vraiment voyagé. On restait tout le temps au Brésil, puis le Canada, c'est le premier pays que nous avons visité, autre que le Brésil. Fait que mon rêve, c'est de compenser ça, puis d'aller en plusieurs pays, Chine, Japon, je sais pas, les pays de l'Europe. J'essaie tout le temps d'étudier, puis je sais pas, je vais essayer de me voir comme d'avoir un plus bon avenir. Puis par exemple, comme mes parents disent tout le temps, je veux que tu aies un plus bon avenir. C'est pour ça que c'est ça qui me pousse à étudier plus, puis d'atteindre leurs objectifs, puis le mien aussi. Ici, je sens que mes parents ils m'ont donné une très belle opportunité. Puis j'aimerais ça faire le mieux que j'ai pu dans cette société. Et des fois, mes profs ils me disent comme « Ah, tu rêves trop », puis des choses comme ça. Mais moi, je veux tout faire. Je suis dans la natation, puis un de mes rêves, c'est d'être un athlète olympique. Et aussi, je veux étudier en sciences pour être ingénieur moléculaire. Puis j'ai beaucoup de rêves comme ça. J'aime ça, le travail humanitaire. Puis j'ai des nouveaux rêves que j'essaie de faire en réalité ici au Canada. Je veux tout simplement être heureuse. Alors, ce qu'ils m'apportent, ces gens-là, c'est immense. Ils m'apportent la joie de vivre, la possibilité de regarder en avant et de juste
être inspirée par eux et de me dire qu'on peut toujours y arriver, puis qu'il peut toujours y avoir une porte qui s'ouvre pour nous et qui fait en sorte qu'une autre nouvelle vie peut commencer. C'est ce que je leur souhaite le plus, qu'ils puissent vivre paisiblement leur nouvelle vie, puis ils le font bien. Ils sont toujours souriants, sont toujours heureux. Oui, des fois, ils sont fâchés pour les mêmes choses que nous. Ils n'ont pas réussi un examen, ils n'ont pas réussi telle chose, mais en même temps, ils sont juste bons avec les gens. Ils ont juste envie de partager, ils ont juste envie de nous connaître, de connaître qui ils sont aussi, puis de vivre alors ce qu'ils apportent. Je pense que c'est la vie, c'est tout. You leave me standing here after all those years, and I know it seems to be time to leave this all behind, 'cause it was just a heat wave.